Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur avec Rust, Polydolso, le trio est au complet. Avant de commencer le podcast et de faire les petites annonces du jour, Rust a quelque chose à annoncer, notamment les 3 grands gagnants du concours La Sueur. Ouais, pour aller voir, pour aller voir quoi déjà, Rust ? Hein ? Pour aller voir quoi ? En fait, je sais plus, j'ai oublié depuis tout à l'heure. C'est quoi déjà ? Non, mais Vitus Oro, hein, c'était ça. Oui, oui. Vitus Oro. En fait, du coup, on a pioché parmi les gens qui avaient les pronostics les plus proches pour Canelo Kovalev. Et on a ressorti 3 heureux gagnants que je vais dévoiler maintenant, qui sont, roulement de tambour, Zahir TMS, bien ouais, Kylian, bien ouais aussi, et Jean-Pierre. Donc, voilà. Ils se reconnaîtront, j'ai envie de dire. On imagine qu'ils se reconnaîtront. De toute façon, on leur a envoyé par mail. Donc, bravo à vous 3. Et puis, voilà quoi. Voilà que le meilleur gagne. Donc, c'était un concours qui était sur YouTube et sur Instagram, @lasueur. Bien place aux annonces. Comme vous le savez, nous sommes sponsorisés, ravis d'être sponsorisés par Jetronomy, qui font donc des savons et différents produits. Tout est en lien dans la description, mais surtout, et c'est là qu'on voulait souligner ça, une excellente initiative de la part de Jetronomy qui fait que nous voulions travailler avec eux et réciproquement, c'est qu'ils vous sponsorisent avec un programme qui s'appelle Jetro Plus Me. Et donc, tout simplement, ça fonctionne de la manière suivante. Si vous voulez faire un triathlon, si vous voulez faire un marathon ou participer à quelques compétitions, voilà, à n'importe quelle compétition, vous leur faites un petit message. Et si c'est suffisamment intéressant, eh bien, ils se feront un plaisir de vous aider à participer à la compétition. Et ça, les mecs, ça, c'est pas mal comme programme. Voilà. Donc là aussi, le lien est dans la description et Polydomso, qui a toujours le seum parce qu'il n'a toujours pas reçu ses savons, va les recevoir. Voilà. Aussi, et Dieu sait que j'en ai grand besoin pour mes séances Nourou Massage avec Asa Akira quand même. Enfin. Ça y est, ça drogue Oh mon Dieu. Voilà. Ça, c'est pour les réguliers, ça. Les 2-3 cancres au fond de la classe là. Ouais, les 2-3 cancres là. Bon, bien, Jetronomy va être ravi d'apprendre ça. En tout cas, le programme c'est Jetro Plus Me, c'est dans la description si vous voulez participer à n'importe quelle activité sportive, enfin compétition. N'hésitez pas à leur faire un petit mail. Ouais, non, pour le coup, c'est vraiment bien. Voilà. Autre annonce, nous sommes donc sur iTunes, sur Spotify et sur toutes les autres plateformes de streaming. Il est content de sa vanne. Sur toutes les plateformes de streaming en audio. N'hésitez pas, si vous êtes sur iTunes, à nous lâcher les 5 étoiles, ça nous permet d'avancer, et puis à nous écouter ou à vous abonner sur les autres plateformes. Et enfin, la fameuse Nuit Blanche, La Sueur, voilà, qui arrive le 7 décembre, de 22h à 6h du matin. Des annonces succulentes qui arrivent dans la semaine. Pour s'inscrire, le lien est dans la description, et c'est uniquement, parce qu'il y a 3 personnes qui m'ont envoyé un message ce week-end, vous pouvez participer uniquement si vous êtes inscrit. Vous ne pouvez pas venir directement et participer à la soirée pour des raisons de sécurité évidente, puisqu'il y aura des athlètes, des teams et des partenaires de prestige. On ne peut pas se permettre d'éventuels débordements. Voilà. Ouais. Je crois que c'est quand même cool parce que Guillaume a utilisé le mot succulent, donc ça prouve que ça va être stylé quand même. Et puis ça prouve qu'on est des hommes de lettres aussi, j'ai envie de dire. Exactement. Et alors moi, j'en profite, puisqu'on en est juste avant de commencer le podcast, pour un petit sondage dans les commentaires, parce que je viens de réaliser que je préfère quand même largement quand Polydomso a la barbe de 3 jours. Je trouve qu'il est beaucoup plus Chechen Connection. Donc si vous êtes d'accord avec ça, tapez 1. Et si vous aimez... on va faire un sondage. Je vais d'ailleurs mettre un sondage là maintenant. Je vais mettre un sondage maintenant sur la page. Alors, je vais mettre parce que personnellement, moi, je connais le Polydomso et je l'ai vu avec la undercut plus Bebar et ça fait quand même une grosse diff et ça mais là, je perds en point de crédibilité. C'est terrible, mais mon propos aura beaucoup moins de sens ce soir. Bien, et ça y est, je viens de mettre le sondage. Donc on a fait un sondage là. Je viens de faire un sondage. Voilà. Bien. On s'ennuie un peu chez La Sueur. Donc on va enchaîner avec l'actu du moment et surtout un des favoris de La Sueur et un des favoris notamment des auditeurs de La Sueur, c'est Zabit Magomed Sharipov, qui revenait contre Calvin Kattar avant que les 2 chroniqueurs les plus gros snipers du PAF répondent à la question épineuse sur Zabit.
ce qu'il fallait dire, c'est qu'il devait combattre à l'UFC Boston en co-main event contre Calvin Kattar, mais donc l'UFC Boston qui avait lieu il y a 3 semaines. Finalement, notre cher Zabit n'a pu tenir sa place pour une staph infection, et donc il est arrivé comme ça 3 semaines plus tard en main event, toujours donc en 3 rounds à l'UFC Moscou. Et donc c'était toujours contre Calvin Kattar, c'était hier, et il s'est imposé par décision unanime. Décision unanime qui a quand même été un petit peu compliquée pour ce cher Zabit, qui s'est permis, après le combat, de dire « Je me sens prêt pour un combat en 5 rounds », et c'est pas tout les gars, parce que pour son premier combat en 5 rounds, il veut le vainqueur de Volkanovski contre Max Holloway, donc en gros, le mec qui portera la ceinture. On va laisser Rust commencer. Alors, déjà... Bon, staph infection, alors pour être tout à fait essayer d'être impartial. Il n'a pas une au savon. Il n'a pas une au savon. Oui, ben voilà. Il n'avait pas de gétronomie, c'est pour ça. Mais alors, ce qui est sûr et certain, pour essayer d'être le plus objectif et impartial possible, c'est que bon, si la staph infection était tellement sévère qu'il a dû se retirer du combat il y a 3 semaines, ça reste quand même impressionnant qu'il soit là 3 semaines plus tard, et c'est vrai que ça veut forcément dire que sa performance a été impactée. Donc c'est vrai qu'au niveau cardio, j'ai du mal à croire que c'est une excuse quand il dit qu'il était flingué à cause de la staph infection. Honnêtement, on peut que le croire. Cela dit, on était d'accord tous les 3 en off avant de commencer quand même pour dire que malgré la staph infection, on n'a pas été super impressionné par Zabit, en fait. Alors, bon, du coup, je vais parler pour moi, et après, Polydomso pourra parler pour lui, mais c'était un petit peu un cas d'école de créatif et un petit peu genre qui fait des trucs super flashy contre quelqu'un qui a des bases, qui reste très technique, mais voilà, qui s'arme de patience, qui essaie de trouver d'abord le rythme, les opportunités, et après, il commence à enquiller un petit peu. Et j'ai pas du tout trouvé que Zabit était efficace. C'est-à-dire qu'avant même qu'il se crève au niveau du cardio, etc., je l'ai pas trouvé incisif, je l'ai pas trouvé efficace, j'ai pas trouvé qu'il faisait des super bons choix au niveau du striking, puisqu'il a fait quelques tentatives de takedown, mais qui, à mon sens, n'étaient pas des vraies tentatives de takedown, qui étaient juste pour menacer et garder un peu en alerte Calvin. Mais au-delà de ça, j'ai pas trouvé qu'il avait une super gestion des distances. J'ai pas trouvé qu'il avait du pop dans ses coups et qui faisait mal, ou en tout cas que Calvin Kattar respectait son striking plus que ça. J'ai trouvé que c'est plus Calvin qui a honnêtement pêché en attendant beaucoup trop. Alors ce sont tous les deux des techniciens, et Calvin a probablement attendu et peut-être trop longtemps avant de commencer à y aller, parce que j'ai eu l'impression que s'il y avait été un peu plus tôt et qu'il avait été un peu plus agressif, je pense qu'il aurait pu mettre en difficulté avant même qu'il ne soit crevé Zabit, même stylistiquement et même au niveau de ce qu'il pouvait proposer. Donc je sais pas ce que tu en penses, Poli, mais franchement déçu de Zabit, ça c'est sûr, et peut-être qu'on l'avait vu peut-être plus beau qu'il ne l'est. Et déjà le combat quand même contre Jeremy Stephens pour moi avait été un combat, on va dire, c'était pas une alerte, mais ça m'avait permis de tempérer mes attentes. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en gros, je suis entièrement d'accord avec ce que tu as dit, Rust. Toujours très juste. Toujours très juste, toujours très objectif. Il n'y a pas de parti pris avec Rust. Mais le truc, c'est que, alors oui, il y a eu la staph infection, et c'est pas en 3 semaines qu'on s'en remet, c'est un truc qui est long, et donc évidemment ça a dû impacter, notamment que je pense que s'il avait une staph infection, il n'a pas pu se préparer dans les meilleures conditions possibles. Donc ça c'est clair. Mais en revanche, on va pas se mentir, c'est un problème qui commence à être assez récurrent avec Zabit, c'est que le 3e round, il est pas bon. Alors là, je vais être très clair, il est vraiment pas bon en 3e round. Et c'est pas, en plus, c'est pas quelqu'un qui se crame par une activité débordante. Ouais. C'est-à-dire, c'est ça qui est étonnant, c'est que il arrive au 3e round où il s'est pas particulièrement dépensé, et il a des problèmes de cardio au niveau du 3e round. On l'a vu contre Bochniak, Bochniak, il est vaillant, mais il n'a pas plus de qualité que ça. On va être très honnête, c'est pas un très très bon combattant. On l'a vu avec Stephens. Bon, Stephens, c'est un mec qui est compliqué à gérer, il faut tout le temps se déplacer, donc c'est normal qu'on soit fatigué au 3e round contre Stephens, mais quand même. Et là, on le voit avec Kattar. Donc je veux bien qu'il y ait un impact lié à la staph infection, mais il y a aussi un problème, on va dire, structurel avec Zabit Magomedsharipov, qui a, je pense, un problème à régler à ce niveau-là s'il veut vraiment évoluer dans la catégorie.
Moi, je trouve que, alors certes, le combat, il l'a gagné parce qu'il a gagné 2 rounds sur les 3, mais je trouve que les 2 rounds qu'il a gagnés n'étaient pas vraiment impactants. Il l'a gagné parce qu'il a fait il avait un peu plus d'activité que Qatar, et Qatar se censurait beaucoup. Il s'auto-censurait parce qu'il voulait pas déclencher ses combinaisons trop tôt. On sentait qu'il avait un peu certaines craintes peut-être au niveau du grappling de Magomed Sharipov, mais je trouve que le 3e round, en revanche, Qatar a, comment le dire poliment, à manger Magomed Sharipov sur le 3e round. Et que si ça avait duré un peu plus longtemps, je pense que ça se serait mal passé pour Zabit. Donc, moi, le constat que j'ai vis-à-vis, après ce combat, et après aussi les alertes qu'il y a eu avec Stephens et Bochniak, c'est que si Zabit ne change pas radicalement quelque chose dans sa façon de s'entraîner ou dans sa façon d'entrevoir ses combats, il va de toute façon être obligé de faire des combats en 5 rounds à un moment donné. Et déjà, je ne sais pas pourquoi ce combat était en 3 rounds, mais bon, il a réussi à négocier un combat en 3 rounds en main event, ce qui est assez étonnant. Selon l'UFC, c'est parce que comme il y avait 2 semaines de notice pour organiser le combat, il n'avait pas le temps de se préparer pour les 5 rounds. Ouais, alors, d'accord. De mémoire, quand Ned Diaz il avait pris le combat à la dernière minute contre Conor McGregor, c'était en 5 rounds quand même, donc qu'ils aient se faire foutre avec leur excuse, quoi, j'ai envie de dire. Non, mais après, leur excuse, c'était qu'aussi à Boston, ils devaient être en 3 rounds et que dans tous les cas, les 2 mecs n'allaient pas être prêts pour. Oui, mais alors tu le mets pas en main event. Tu vois, je suis d'accord, mais tu le mets pas en main event. Tu mets Volkov, Hardy, bon, ça fait chier, mais tu le mets pas en main event. Tu vois, donc là, c'est vraiment un geste, un cadeau qui a été fait à Zabit, très clairement, et ça prouve en fait qu'ils sont pas. Que l'UFC n'est pas très naïve sur les capacités actuelles. Je dis pas que Zabit n'a pas de potentiel, il a un énorme potentiel, ça on est tout à fait d'accord, et je pense que s'il bosse vraiment sur cette faille-là, il pourra peut-être, qui sait, un jour vraiment être très très important dans cette catégorie. Là, néanmoins, il y a une faille, elle est connue parce qu'on lui a quand même fait une fleur en lui faisant un combat en 3 rounds, et malgré ça, le 3e round était vraiment chaud contre Qatar. Et c'est vraiment parce que Qatar a pris des mauvaises décisions. Tu vois, il a essayé de faire un flying knee, tu vois, ça n'a pas passé. Ouais. C'est vraiment Qatar qui doit s'en vouloir. Parce que honnêtement, Qatar, il avait le match dans la poche s'il avait pris de meilleures décisions. Donc voilà, je suis assez sceptique sur ce que nous a montré Zabit, tout en gardant à l'esprit que c'est peut-être évidemment lié, c'est peut-être une mauvaise nuit pour lui. Mais néanmoins, ça fait déjà 3 fois qu'il a ce problème-là. S'il veut vraiment évoluer, il faut qu'il change quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas dans sa façon de s'entraîner, très clairement. Et puis il y a aussi, c'est vrai que là, Kelvin Qatar, j'ai trouvé pour de vrai des moments vraiment de brillance au niveau du footwork de temps en temps. En particulier, il arrivait de temps en temps à trouver des angles en faisant une espèce de V-step, ou je ne sais plus comment il l'appelle, je crois que c'est Vateni qui l'appelle comme ça, où en gros tu changes de garde en faisant une espèce de pas chassé imperceptible pour trouver un nouvel angle et arriver en anglaise. Il a fait des trucs de très très haut niveau, c'était ultra stylé. Mais alors par contre, et il a eu du succès en le faisant, mais alors par contre, c'est comme Stephens, au niveau du cage cutting, c'était mais à la ramasse. Et c'était un peu frustrant d'ailleurs, parce que tu sentais qu'avec une bonne pression, il arrivait à mettre en danger de ouf Zabit en anglaise. Et d'ailleurs, ça c'est un truc, c'est pour ça que Zabit veut le combat contre Max Holloway, ou Volkanovski, on va le voir. Contre Max Holloway, je pense que ce serait une boucherie. Parce que là, très franchement, en anglaise, alors je dois avouer qu'il y a sur certains combats, en particulier certains moments contre Bochniak ou des trucs comme ça, où il y a eu des vrais moments, en tout cas à mon sens, où en anglaise, même parfois en défense, il avait des espèces de flashs vraiment de ultra stylés de brillance Zabit sur certains enchaînements, certaines réactions et tout. Mais je me rends compte qu'en fait, de façon pérenne, c'est peut-être pas le meilleur boxeur anglais en fait. Enfin, vraiment. Ah non, attends, là, t'es trop gentil, là, j'ai envie de dire, là, tu prends des pincettes. Sa boxe anglaise, elle est pas terrible, la Zabit. On va être honnête. On prend que sa boxe anglaise, hein, je te parle pas de ses kicks et tout ça, il a d'autres qualités. Ouais. On est d'accord, mais sa boxe anglaise, elle est vraiment pas terrible. Il s'est fait timer au moins 3 ou 4 fois d'affilée sur le 3e round avec les supercuts. Il n'arrive pas à faire les réactions quand il faut. Et il changeait pas, il se faisait timer sur les supercuts et il gardait les mêmes mouvements, les mêmes trucs. Et c'est pour ça que quelqu'un qui met la pression en anglaise face à Zabit et qui est intelligent dans ce qu'il fait, en fait, je pense que Zabit, il aurait peut-être pas les bonnes solutions. Et donc, c'est pour ça que particulièrement à Max Holloway, je pense que c'est vraiment avoir les yeux plus gros que le bas-ventre.
Bah ouais, mais en fait, surtout, je pense. on n'a jamais fait de combat en 5 rounds. Quand même. Ouais, surtout, il y a ça. Mais surtout, je pense que le problème qu'il a, Zabit, au-delà de son problème de cardio et tout, c'est qu'il faut pas qu'il oublie c'est quoi ses forces et c'est quoi ses faiblesses. Putain, là, je parle super mal. Il faut pas qu'il oublie quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses. Parce que c'est un bon striker, de manière un peu unorthodoxe, enfin, pas très commun, il a un style un peu particulier, c'est ce que je veux dire, un peu d'arts martiaux traditionnels avec son background en Kung Fu et en Wushu, pardon, et en Taekwondo même aussi. Donc il a ça, c'est une grosse force parce que c'est toujours inattendu et imprévisible et il a suffisamment d'athlétisme pour faire valoir ces qualités-là. Mais au-delà de ça, sa vraie force, c'est son grappling. Il faut pas qu'il l'oublie, tu vois. Faut pas qu'il se dise je suis un bon striker. C'est un bon striker, c'est pas un excellent striker. S'il oublie en fait qu'en fait son jeu principal c'est de détourner un peu l'attention avec ses kicks pour que l'adversaire commette des erreurs et pour qu'ensuite, dans un second temps, il déclenche sa lutte et qu'il déclenche son grappling, bah, il va vite se heurter à un mur. Parce que s'il pense que ce genre son style de striking va passer contre un mec comme Holloway, bah, il se trompe, mais très lourdement, je pense. Très lourdement. D'autant plus que... De toute façon, je vous en prie, mon cher Russ. Bah écoute, je devrais pas être très long, mais et en plus, je pense que des gens nous répondront parmi les auditeurs de la sueur, ouais, mais les gars, vous êtes quand même un petit peu dur parce que, par exemple, un Conor McGregor, et là, je pense qu'on est d'accord tous les trois pour dire que c'est un striker d'exception. Deuxième round contre Nate Diaz, en plus, quels que soient les combats, c'est juste que les autres, il a fait l'effort pour tenir. Bah, il faisait un petit peu n'importe quoi parce qu'il paniquait, parce que la fatigue, etc. Donc, c'est peut-être pas le vrai Zabit qu'on a vu à cause de ça. D'un autre côté, et c'est ce qu'on se disait avec Polydomso, et j'étais assez d'accord au début, même dès le début du combat contre Qatar, il se faisait timer en jab. Il en mettait, mais il se faisait salement timer en jab. Et vraiment, je suis d'accord avec toi, Poly, il n'était pas vraiment au-dessus, en fait. C'est simplement que Qatar ne déclenchait jamais. Il y avait une plus grosse activité globale, de toute façon. Ils étaient au même niveau en termes de pourcentage de réussite. C'est juste que tu avais un tiers en plus de tentatives de la part de Zabit. Donc, c'est ce qui faisait toute la diff. Non, mais c'est ça. Mais même de toute façon, pour ceux qui ont vu les combats de Zabit, on va être très honnête. Je veux dire, c'est pas là où il est le meilleur, quoi. Par exemple, contre Shimon Moraes, qu'il a gagné, debout, il se faisait manger par Shimon Moraes. Il faut vraiment pas qu'il se trompe. Il a des qualités, mais c'est juste, à mon avis, une pièce dans l'arsenal qu'il a pour, pour créer de l'inattention, pour créer du danger et ensuite déclencher. Et là, je trouve qu'il avait fait l'inverse contre Qatar, c'est qu'il a fait 2-3 tentatives de takedown où il n'a pas vraiment assumé. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'était pas des vraies tentatives de takedown. C'était juste quelque chose pour en fait, saturer d'informations l'adversaire et pour ensuite installer son striking. Moi, je pense que c'est l'inverse qu'il doit faire. C'est-à-dire, il doit saturer l'information avec des kicks et avec ses techniques un peu spéciales pour ensuite déclencher ses takedowns et travailler là où il est vraiment bon. Ce qu'il a fait une fois, et c'était magnifique, tu sais, avec son, je sais pas comment on appelle ça, le terme technique, où il fait un espèce de ciseau, mais debout, où il vient mettre au sol. Une espèce de balayage là qui fait. C'est très bien. Celui qui faisait ça aussi, c'est Sexy Yama là. Comment il s'appelle Yoshiroki Yama. Ouais, il le faisait beaucoup ça. Mais bon, donc lui, il le fait. Non, mais on est d'accord. Il a du potentiel. Il y a des trucs qu'il fait super bien. Mais en termes de, je pense que déjà, il faut qu'il se rende compte que c'est plus le grappling sa force, honnêtement. Et au-delà de ça, s'il veut vraiment être un bon striker, il faut qu'il tire un peu plus parti de ses avantages. C'est-à-dire que il est très grand pour la catégorie et je le trouve pas très très bon pour maintenir la distance. Je trouve qu'il donne beaucoup le champ libre à ses adversaires. Qatar, quand il avait aucune difficulté à se rapprocher et à faire jouer son anglaise. Qatar, c'est un mec principalement debout, c'est que de la boxe anglaise qu'il fait. Normalement, quand tu es un bon kicker, et Qatar il avait perdu contre Moïcano comme ça, c'est-à-dire Moïcano avait juste bien utilisé ses kicks pour le garder à distance et pour le flinguer en low kick, normalement, Qatar, tu peux exploiter son manque de variété avec un bon jeu de kickboxing. Et moi, honnêtement, avant le combat, je pensais que c'est ce qu'allait faire, c'est ce que Zabit Magomedsharipov allait faire. Moi, j'ai trouvé qu'il lui laissait vraiment, vraiment le champ libre pour installer sa distance. Et c'est juste parce que Qatar se censurait lui-même. Honnêtement, c'est vraiment ça. C'est qu'il ne déclenchait pas alors qu'il aurait dû déclencher, qu'il a pu s'en sortir parce que, je sais pas, je trouve qu'il maintient pas très bien ses distances et il laisse l'adversaire s'installer. Quoi. C'est pas très bon. Quoi. L'impression que ça m'a donné, c'est vraiment que il utilisait théoriquement les bons outils, c'est-à-dire qu'il faisait des oblique kicks, il tentait des front kicks, il mettait des low kicks, etc.
mais j'avais une impression et particulièrement, je sais pas pourquoi, j'ai des images de front kick à moitié, où c'est comme s'il les mettait pas vraiment, en fait. Il fait le geste, mais il n'y a pas l'impact qui est censé avoir ce geste-là. Quand il met des oblique kicks ou des front kicks, tu as l'impression que ça ne le repousse pas, ça ne repousse pas Qatar, ça ne le pique pas. C'est simplement, je te le montre. C'est là, peut-être. Oui, complètement. Oui. Ouais, c'est vrai que c'est ce qui m'a frappé aussi. Ouais, il n'y a aucun impact. Ça ne change rien, en fait. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on s'était dit aussi après le combat contre Jeremy Stephens, qui lui est quand même un petit tank ambulant. Et c'est vrai qu'il avait eu aussi énormément d'activité, mais que pour le coup, là, au 3e round, ça marchait plus du tout, parce qu'il n'y avait plus finalement aucune crainte de la part de Stephens, qui avait goûté finalement à la puissance, entre guillemets, enfin là, c'est vraiment puissance, prenez le mot tel quel, de Zabit Magomedsharipov, et qui était en fait, finalement, il ne me fait pas tant de mal que ça. Certes, ça touche, certes, il score, mais c'est pas ce qui va me faire reculer. Et c'est vrai que pour moi, ça m'inquiète un peu pour... notamment s'il affronte Max Holloway, je pense que là aussi, ça va être un petit wake-up call assez violent. Mais c'est la grosse différence qu'il y a entre Magomedsharipov et Yair Rodriguez. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup de comparaisons entre les deux. Moi, je trouve que c'est des comparaisons qui sont injustifiées parce que certes, ils se ressemblent un peu physiquement, ils sont grands et un peu longilignes, et ils ont un style qui, à première vue, est similaire parce que ils utilisent beaucoup de kicks, c'est des kickers et ils font des trucs un peu flashy. Mais honnêtement, Hernandez, il peut te mettre KO sur, je pense, n'importe quelle technique. Si tu es là quand il t'envoie son kick, Rodriguez, Hernandez, rien à voir. Yair Rodriguez, il peut te mettre KO sur on l'a vu contre Stevens avec ses body kicks et tout, il lui faisait mal. Tandis que je pense que Magomedsharipov, il y a un petit niveau en dessous en termes de puissance. Alors, il peut mettre KO des mecs, c'est pas ça que je dis, mais c'est pas sa première arme. Franchement, là où il est vraiment bon, c'est en grappling et c'est son flair pour les soumissions. Même parfois, il utilise très bien le fait que son corps est inhabituel dans cette catégorie. Tu vois, par exemple, la soumission en clé de jambe qu'il avait fait, je sais plus contre qui. Ouais, la où il est dans le dos et il prend la clé de jambe. C'est un truc qui est, c'est la Soulwave, c'est la soumission de Soulwave. Ça, c'est un truc normalement qui est inattendu. Et il a le flair pour ça, il contrôle bien, il gère bien ça. Donc franchement, c'est la réflexion que je me suis faite en regardant ce combat. Il ne faut pas qu'il tombe amoureux de son striking parce que je pense que c'est pas la voie où c'est un striking d'apparat, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Eh bien voilà le mot de la fin, messieurs, pour Zabit. Par contre, ce qui peut être la question intéressante pour la suite, c'est contre qui? Parce que ça ne va donc pas être contre Max Holloway, parce que là, vraisemblablement, même lui, je pense qu'il n'en est pas convaincu. L'UFC n'en a pas parlé. Enfin, c'était vraiment plus pour essayer de se convaincre, visiblement, de l'ambition qu'il a pour la suite et parce qu'il était à la maison. Mais quel adversaire souhaiteriez-vous pour notre cher Zabit? Pour rappel, l'UFC avait voulu faire un Ortega-Zabit Magomedsharipov l'été dernier et ça ne s'était pas fait. Moi, j'en ai deux en tête. Après, je sais pas ce que dirait Rust. Soit Moïcano, qui sort d'une défaite contre Chan Sung-Jung. Ouais. Mais Moïcano, c'est un très bon combattant et honnêtement, ce serait pas mal. Ce serait un vrai test. Ce serait un vrai test, ça le ferait vraiment travailler parce que là, pour le coup, il serait contre un mec qui est grand et qui est je pense, meilleur striker que lui. En tout cas, en fondamentaux, c'est clair. Et puis il l'embêterait au sol aussi. Donc, ce serait un bon test. Et en 5 rounds, s'il vous plaît. On voit à peu près ce qu'il Mais j'ai un peu peur. Mais après, est-ce que tu penses qu'il mettrait ce combat-là en 5 rounds? Ça me fait mal. Et alors, c'est pour ça event, quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça que j'ai un deuxième test dans ma musette, au cas où. Ce serait le vainqueur de Ortega Chan Sung-Jung. Parce que comme c'est des gens qui médiatiquement attirent un peu plus, donc il y a moyen de vendre un main event sur le nom, que ce soit le Korean Zombie ou Ortega. Et là, pour moi, le vainqueur sera vraiment dans le fauteuil pour title shot. Je pense que ça te fait un peu redescendre d'un cran si tu affrontes Zabit. Ouais, mais bon, il arrive quand même, il est sur un bon rythme, Zabit. Là, il est à combien de victoires à l'UFC Il est à 6-0 à l'UFC, 18-1 en carrière, si je ne m'abuse. Donc, et donc là, il avait battu, il était quoi? Jeremy Stephens, je crois qu'il était numéro 5 quand il a perdu. Et là, Calvin Kattar, il était numéro 11. Bon. Ouais. Déjà, ce combat, c'était un truc pour le faire stagner. Hein. Qatar Zabit. Normalement, Zabit, il est numéro 5 ou 4, je sais plus. Enfin bref. Et Qatar, il n'était même pas dans le top 10. Donc, c'est déjà un combat un peu de... Tu sais, on te garde un peu au frais. Mais là, du coup, là, c'est parfait, quoi. C'est-à-dire, si Ortega ou Korean Zombie gagnent, ce sont des contenders. Donc, c'est ça, en fait, aussi, le problème avec Zabit, c'est qu'on peut pas le garder non plus trop longtemps, battre des mecs qui sont pas à son niveau, quoi. Enfin, le mec a une prétention pour être champion. Il est dans le top 5 maintenant. Zabit, il est 5e, oui. Ouais, voilà. Frankie Edgar aussi. Frankie Edgar, ce serait intéressant.
Mais pourquoi? Oui, Ah, après, mais ils sont dans la même team. Ils sont dans la Ouais, même team. c'est chaud. Et puis en plus, Zabit a dit que c'était son sparring partner préféré, donc Oui. ce serait dommage. Ouais. Mais pourquoi est-ce que ce serait pas le moment de faire, je sais pas combien il est classé, mais de faire le fameux Rodriguez, finalement? Ah oui, il y a ça aussi. Rodriguez, oui, ce serait une excellente idée, mon cher Rust. En plus, il est 6ème. Mais Oh quel génie du mal, celui-là. Oui, mais Euh, parfait. En plus, ça ouais, te ce permet serait en parfait. plus Et de là, on un saurait kilo de qui est qui. consolation pour le public mexicain. On fait ça au Mexique. Ouais. Et Ouais, là, on- en revanche, si vous faites ça au Mexique en 5 rounds, je suis désolé, mais en fait, Rodriguez, il a rien besoin de faire. Il tourne juste autour de Zabit pendant 5 rounds et Zabit, il fait une crise cardiaque à la fin des 5 rounds, hein, parce qu'on est au-dessus. Oh putain, oui. Mexico, ben oui, enfin Mexico City, c'est terrible pour le cardio. Donc je pense que déjà là, les 3 rounds, c'est un peu ric-rac. Ah ouais. Si on fait les 5 rounds. En plus, pour le coup, Rodriguez, lui, il a zéro problème de cardio. Ouais, Il continue à faire des cabrioles pendant 5 rounds. ouais. Bah, Chan Sung Jung, hein. Donc, ouais. Ouais, non, non, Putain, bah c'est oui. Ah, mais vrai. excellente idée, Russ, parce que c'est vrai que pour le coup, ça évite de flinguer un contender, parce qu'à mon avis, Max Holloway va quand même falloir lui permettre de rester actif. Donc, Ouais. c'est vrai que si on faisait une finale comme ça, mais ouais, il y a Rodriguez Zabit, parfait. Quel matchmaker, Ouais, mais alors, par c'est contre, vrai. en fait, j'avoue, donc ce serait un super combat, mais putain, si ça se fait à Mexico City, par contre, vraiment, là, je donne pas cher de la peau de Zabit, hein. Non, Enfin, complètement. Bah ouais, ils peuvent le faire à Las Vegas. Allez, ils font ça en janvier à Las Vegas, ils sont attends, sympas. Enfin, est-ce que j'hésite à faire une blague qui a rapport avec la peau de Zabit et le prépuce, mais je sais pas si je peux la faire. bah Tu sais que j'y ai maintenant, pensé en plus, mais je me suis dit, J'en étais franchement. sûr. allez, Sûr. allez, c'est parti, allez. Maintenant que c'est les gens là, les gens ont envie de savoir. Ah ouais, mais du coup, c'est juste ça, en fait. C'est comment est-ce qu'on appelle la peau de Zabit? Bah, c'est le prépuce, tu vois. Euh, Ah oui, non, mais d'accord. Bon, Mais c'est le problème. bien. C'est qu'une fois, une fois que tu l'as teasé, Oui, une fois que tu oui, l'as c'est teasé, vrai. elle perd sa saveur. bah oui, ouais. Entièrement d'accord. Bien, donc voilà, c'était les actus du moment avec Zabit. N'hésitez pas à dire si vous, il vous a impressionné et s'il est surtout championship Matériel. artériel Parce qu'on exactement. continue de faire des putains d'anglicismes à la con. C'est Ouais, terrible. A-t-il le calibre d'un champion avec son énorme Zabit? N'hésitez pas à y répondre en commentaire. Je pense qu'on a fait le tour, messieurs. Je ne vous retiens pas plus. Est-ce que, ouais, on parle pas de Volkov et de son combat chiant à mourir? Eh ben justement, voilà, ce sera la punition pour votre coff. Et non, nous n'allons pas parler parce que là, les gars, on a reçu un certain nombre de demandes là-dessus. Nous n'allons pas parler de Logan Paul contre KSI. Quand même, juste pour souligner que Logan Paul a placé un bel uppercut quand même. Voilà, c'est tout. J'ai pas vu le combat. Et T'as match J'ai juste vu un highlight, mais ça m'a pas Ouais. tellement intéressé. Non, Quoi. non. Et les mecs ont quand même gagné au minimum. Donc c'était hors pay-per-view et tout, 900 000 $ chacun. Putain. Ouais. Ouais, mais bon, en même temps, c'est parce qu'il y a des gens qui regardent. Hein, Ah, c'est la Ah oui, du marché. Hein. Ah mais je veux Ouais. dire franchement ils sont bien émerdés et tout et puis pour une fois ceux qui l'ont vu aussi n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé par rapport au premier. Je trouve qu'ils ont donné une belle image, on va dire enfin tu regardes le combat, c'était pas super niveau mais tu vois il y avait du respect entre les deux, la carte aussi pour une fois tu sais il y avait Billy Joe Sanders qui affrontait un mec, c'était un peu abusé je trouve de défendre sa ceinture WBO contre un mec qui a même pas de page. Attends, 5 minutes. Billy Joe Sanders, il était sur l'undercard Ouais, c'est de ce que j'allais KSI dire. de Logan Paul. Il était comme main event. Oui, parce Putain, que mais Billy Joe mec, Sanders attends, il vient de signer avec Matchroom. Ouais, mais alors là, franchement, désolé, mais non, quoi. J'ai envie de dire non, quoi. Tu t'acceptes pas quand t'es genre champion et tout de combattre. Putain, c'est comme si Nordi Noubali, il acceptait de combattre sur l'undercard de Cyprien, quoi. Tu vois, c'est du même niveau. Enfin, Ouais, franchement, ouais. Ça la fout mal quand même. Hein, en Bah, vrai. j'ai envie de dire, ça la fout mal, oui et non, parce que d'un autre côté, c'est Billy Joe Sanders. Et les gars, enfin, vous le connaissez aussi bien que moi, c'est quand même le gars qui a une ceinture et qui est connu pour un petit peu esquiver tout le monde. Donc, mine de rien, je pense que pour lui, dans la situation dans laquelle il est au niveau de sa carrière, il cherchait surtout à gratter des followers et puis aller au Staples Center plutôt que d'affronter effectivement un mec de calibre international. Et qu'elle allait lui poser des problèmes, hein, parce que Billy Joe Sanders, c'est quoi? Donc, il a la ceinture WBO Super Middleweight. Et je sais pas comment il s'est débrouillé, mais c'est vrai que quand on regarde son palmarès, à chaque fois, il arrive à grappiller les Ah, trucs. mais il y a des pros là-dedans. Hein. Exactement. Il y a des Sugar Ray Leonard du matchmaking hein, en termes d'esquive. Les mecs sont bons, quoi. Non, mais j'en profite juste pour faire une petite pub. Alors, je sais, c'est pas l'habitude de la maison et je vais peut-être me faire tacler par Guillaume derrière parce que ça a absolument rien à voir avec ce concours. Mais le dernier épisode de En mode VHS sur Maman, j'ai raté l'avion. Franchement, c'est une perle. Les mecs, ils ont 15 000 abonnés.
Ils font un travail d'enfoiré. Donc franchement, si je peux influencer un tout petit peu à mon maigre niveau pour encourager les gens à aller regarder ce qu'ils font, franchement, regarder, c'est ouf. L'épisode, il est vraiment drôle. Ah bah je l'ai même pas vu. Bah je vais aller le voir de ce pas juste après, tiens. Ouais. Donc voilà, c'était juste comme ça. Et je suis pas sponsorisé, je connais pas les mecs, c'est gratuitement, c'est parce que je les aime bien, quoi. C'est tout. Mais non, mais on avait, je crois qu'on avait, enfin que j'avais parlé avec eux en DM et il était très sympa, les gars. Donc j'avais envoyé même un mail et ouais, il est vraiment très sympa. Purée, mais tu connais tout le monde, Guillaume. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Le Guillaume Connection. Guillaume Connection. Mais ouais, mais en tout cas, oui, je crois que ouais, enfin oui. Alors attendez. Et le mec avait dit, qu'est-ce qu'il avait dit? Pop. Enfin bref, oui, très sympa le gars. En tout cas, très sympa. Oui, on avait échangé brièvement parce que c'est vrai que c'est quelqu'un que Polydomso nous a fait découvrir et qu'ensuite après, je surkiffe. Et moi, j'attends qu'il fasse un épisode. Alors, si jamais il regarde la vidéo, qu'il fasse un épisode sur un film de Jackie Chan, The Drunken Master ou un truc comme ça. Et ce serait vraiment cool. Pas un film de Jackie et Michel, mon cher Polydomso, vous m'étonnez. Oui, non, mais ça, je garde ça pour les deux camps au fond de la classe. Bon, allez, ce sera le mot de la fin. Allez, cheers. Soit.